Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue donc dans ce premier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. La production de pétrole passe de 20 000 à 110 000 barils par jour. Après le Niger, ce sera à la Guinée. Dadis Camara rattrapé et reconduit en prison. Nous reviendrons après la pause pour le journal pour parler de notre troisième sujet. Burkina, importante mobilisation à Ouagadougou en soutien à la transition. Puis nous allons terminer, bien évidemment, par le Togo, surcharge routière mise en service d'un deuxième poste de pesage. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Bonsoir surtout à nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux et un coucou spécial à toutes ces femmes-là qui souffrent de cancer de sein et à tous les hommes qui souffrent de maladies chroniques. À côté de vous, comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AJOCET. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir le plateau, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde et bon début de semaine à toutes et à tous. Ok, notre troisième invité ce soir, Fioclou Adangblenu, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tout le monde. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet, direction le Niger. La production de pétrole passe de 20 à 110 000 barils par jour. Et donc, ce mercredi 1er novembre, le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a officialisé la mise en production du projet intégré à amont et aval de la phase 2 d'Agaden dans la région de Difa, une nouvelle phase qui augmentera la production à 110 000 barils, dont 90 000 par jour de pétrole brut qui seront destinés à l'exportation. Dans son adresse, le Premier ministre Lamine Zeine a assuré que ces ressources vont permettre au pays de s'affranchir de certains types de défis qui, selon lui, je reprends ces termes, nous vivons selon ces termes, et que je peux vous assurer que tout sera mis en œuvre pour que dans la plus grande transparence, l'usage de ces ressources soit fait dans les meilleures manières possibles. Et voilà donc ce qui a lancé ce mercredi cette nouvelle phase de production du pétrole au Niger. Le Niger augmente considérablement la quantité du pétrole brut produite de 20 000 à 110 000, dont 90 000 serviront à l'exportation. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour cette nation-là qui est frappée de plein fouet par les sanctions de la CEDEAO. Ça me plaît qu'il continue par travailler, qu'il continue par voir les choses en grand. C'est un projet qui a été mis en place depuis que Bazoum était arrivé au pouvoir. Notons que c'était en 2011 que la première raffinerie du pays avait été mise en place par Mamadou Sifou. Et depuis lors, le Niger produisait du pétrole, mais pas en grande quantité. Depuis un certain moment, le Niger a pris le pouls de la situation aujourd'hui. Notons qu'ils ont même construit un grand pipeline sur débouché sur le Bénin, qui débouche sur le Bénin, malgré la mésentente entre Patrice Talon et les nouvelles dirigeants du Niger. Je pense que quand même, ça va apporter un bouffet d'oxygène et à l'économie nigérienne et aussi au développement de la sous-région qui ne va pas pouvoir s'approvisionner forcément ailleurs. Je pense que beaucoup de pays aux alentours qui faisaient ravitailler leur bunker avant par le biais du Qatar, de l'Arabie Saoudite et autres vont pouvoir s'approvisionner auprès du Niger. Au vu de la quantité produite aujourd'hui, je pense que ça va permettre au Niger de pouvoir combler son vide, parce que nous savons que c'est un pays qui est en difficulté financière. Ça va leur permettre de pouvoir combler ce vide-là et puis essayer de penser beaucoup plus au développement du pays. J'espère, et c'est mon souhait le plus ardent,
que cela ne constitue pas un danger ou bien quelque chose qui ne va pas servir aux populations, mais que ça constitue plutôt un bouffée d'oxygène, une source de tremplin pour le peuple nigérien, et que rien ne soit plus comme avant, que les situations difficiles que vivaient les Nigériens soient à jamais anéanties. Parce que quand tu vois les autres pays, ils n'ont pas tellement de richesses. Hein. Je vais parler des pays du Golfe, mais avec le pétrole, ils sont à un stade très, très, très évolué aujourd'hui. Je pense que le Niger va pouvoir s'inspirer de ces pays-là. Et en plus du pétrole, il n'y a pas que le pétrole, il y a de l'or, il y a de l'uranium qu'on exploite et tout. Donc je pense que ce pays-là va pouvoir exploiter ses richesses à bon escient et permettre à ce que les populations vivent bien. Alors, comme Valentin Mayaba, le Niger rejoint ainsi les pays exportateurs de pétrole avec cette nouvelle prévision. On quitte de 20 000 barils à 110 000 barils par jour, ce qui va amener à une exportation à une hauteur de 90 000 barils vers les autres pays. Gabin l'évoquait tout à l'heure, il y a un projet de pipeline qui devait relier le Niger au Bénin et permettre donc d'exporter ce brut de pétrole-là à travers les ports du Bénin. Oui, nous l'avons entendu, nous disons que c'est déjà bien, mais sauf que il ne faut pas vivre des paroles. C'est vrai que s'il y a ce flux-là, ou enfin ce projet-là qui est aujourd'hui porté, et que nous puissions penser que ça puisse bénéficier, ou ça peut être bénéficiaire aux populations nigériennes, cela voudrait dire que les nouvelles autorités nigériennes doivent quand même mettre les bouchées doubles pour pouvoir quand même avoir un ressenti des populations nigériennes sur ce projet-là. Aujourd'hui, ce qui gêne, c'est que si on constate que le Niger, c'est un pays producteur du pétrole, et que quand vous, dans le classement, on dit que le Niger reste le pays le plus pauvre. C'est-à-dire que les gens se posent des questions. Comment est-ce qu'un pays comme le Niger produit du pétrole, a des mannes, enfin, a des ressources des ressources minières, et que le même pays est classé parmi les pays les plus pauvres. Donc la question est là. Ce n'est pas le taux, ou ce n'est pas le projet, ou cette augmentation de la production du pétrole brut qui est problème, mais c'est comment cela doit être géré pour que cela ait un ressenti sur la population. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur cela qu'a insisté le Premier ministre en disant qu'il y aura une répartition, une gestion transparente, et puis veiller à ce que les ressources soient également réparties entre les populations du Niger pour permettre peut-être à ces populations-là de sortir de cet état de situation que vous évoquez. Oui, justement, c'est de ça que je parle. C'est vrai que c'est une annonce qu'il a faite, mais nous voulons que l'acte soit joint à la parole. Enfin, oui, l'acte qu'on joigne l'acte à la parole. Le problème ici n'est pas de dire ça ou ça. Les gens attendent de pied ferme pour voir. Effectivement, comme Gabin l'a évoqué, nous savons la situation dans laquelle se trouve le Niger actuellement par rapport aux sanctions infligées à ce pays-là. Donc, cela voudrait dire qu'on est en train de chercher des mécanismes à mettre en place pour avoir quand même d'autres coups de franche à ce que la population nigérienne puisse quand même respirer. Vous savez, les gens, il y a des pays qui sont à côté, qui cherchent à ce que ce pays-là, le Niger, sombre, parce que vous connaissez la situation qui a prévalu il y a pas cela longtemps. Donc aujourd'hui, s'ils sont en train d'aller vers ce pas-là, moi je pense que c'est encouragé, mais également, comme il a dit, que cela ne s'arrête pas seulement aux paroles, qu'ils disent réellement que cela doit avoir une répartition réelle. C'est-à-dire un impact réel sur la population. En faisant quoi? C'est la redistribution des biens, c'est la gestion et tout ce que nous connaissons. C'est pas que le Niger est pauvre. Seulement les ressources dont regorge ce pays ne pouvaient pas mettre ce pays-là en lambeaux. Ça pouvait permettre à toute la population ou à la grande partie de la population d'avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous constatons. Ce n'est pas seulement seul au Niger. Il y a ça dans beaucoup de pays où on vous dit, quand on qualifie même l'Afrique d'un continent pauvre, d'où on ressorte les ressources pour que d'autres pays en profitent, ils deviennent des pays puissants.
c'est de l'Afrique. Donc l'Afrique est un continent riche, mais seulement c'est les dirigeants, seulement c'est la gestion, c'est seulement la politique économique, c'est tout ce qui est comme crime économique qui fait que ce pays, enfin ce continent-là est toujours resté en stade embryonnaire. Mais comme les nouvelles autorités le disent, ils connaissent les enjeux qui sont des enjeux réels et des enjeux importants également. Il faut qu'ils se mettent au travail pour que ce qui est aux Nigériens revienne aux Nigériens, que ce qui est à un niveau où on pouvait penser que ça doit avoir une répartition ou redistribution réelle des ressources du pays soit quand même au bénéfice des Nigériens. Maintenant, nous n'allons pas rester dans les paroles. Il faut quand même que les actes soient posés. Ça, c'est ce que nous constatons. On a constaté qu'il y a une augmentation de la production du pétrole brut. Mais et après, c'est la grande question. Donc, il faut avoir une marque, il faut un distinguo, il faut quand même quelque chose de différent pour montrer réellement qu'ils ont la bonne volonté de sortir du Niger de sa précarité. Merci beaucoup à vous, Valentin Mayaba. Firklo Adangoulenou, le Niger vient de lancer cette deuxième phase de la production de son pétrole, ce qui permet au pays d'augmenter la quantité de brut produite, en passant de 20 000 barils à 110 000 barils par jour. On parle d'une vision d'exportation de 90 000 barils par jour par rapport à ce qui est produit. Oui, l'annonce faite par le Niger est une bonne nouvelle. Et je peux dire que cette information peut donner un bouffée d'oxygène au Niger, mais pas dans l'immédiat. Parce qu'avant qu'on ne parle d'exportation, il faut qu'on ait les pipelines qui doivent... Qu'on finalise effectivement la construction. Au Bénin, alors que c'est en construction et ces pipelines ont une longueur de 2000 km. Aujourd'hui, avec les sanctions de la CEDEAO, le Niger souffre beaucoup. Et cette promesse d'exploitation peut permettre à ce pays d'évoluer si les choses rentrent dans l'ordre avec la CEDEAO. Et la levée de ces sanctions peut permettre à la mise en place des pipelines pour soutenir le projet. C'est mon point de vue. Alors, la mise en place de ce pipeline doit continuer jusqu'à achèvement, puisque le projet est toujours en cours. On sait que le projet a été lancé depuis. Même cette deuxième phase devrait être bouclée depuis l'année dernière, mais elle a été retardée par la crise de Covid-19, qui a fait qu'on a eu un certain retard plutôt dans la mise en œuvre effective de cette production. Pensez-vous que la production et les retombées de cette production puissent permettre au Niger de souffler un peu au regard des sanctions économiques qui sont prises contre ce pays dans le cadre des sanctions vis-à-vis du coup d'État du 26 juillet Gabin? Oui, je le pense fortement. Vous savez, le Niger aujourd'hui est dans une nouvelle dynamique et je pense que la gestion doit être autre par rapport à ce que le Niger avait vécu auparavant, à savoir la gabegie, la corruption et autres. Ce qui gangrène la plupart du temps nos économies, c'est les détournements, c'est la gabegie, c'est la gestion pour un clan, c'est la gestion clanique qui est faite de nos ressources. Donc je pense que Tiani et ses hommes aujourd'hui avec le Premier ministre en sa tête, qui est un économiste, il fera bien ce qui est de droit et surtout quand lui-même il insiste sur la bonne gestion de ces ressources-là. Je pense que le Niger aujourd'hui doit savoir comment gérer ses ressources pour que ces ressources puissent profiter à ses enfants, à ses fils et filles. Parce que vous savez, il n'y a pas meilleur support pour le Niger aujourd'hui que sa population. C'est la population aujourd'hui qui soutient le Niger de bout en bout. Cette population-là qui pouvait crier haro sur les nouvelles autorités à cause des difficultés qu'ils vivent. Mais cette population est toujours restée sereine et a toujours soutenu le régime, a toujours apporté son soutien. Donc je pense que avec cette exploitation, le Niger va pouvoir s'en sortir si la gestion est bien faite. Et je veux croire, parce que moi je ne vais pas faire de procès d'intention, je veux croire que ces nouvelles autorités-là qui sont là aujourd'hui pensent à ce que ces ressources puissent profiter véritablement au Niger. Et je pense que par après, on ne va plus demander les histoires d'appui budgétaire et autres pour pouvoir booster l'économie nigérienne. Donc,
avoir du pétrole dans un pays, c'est une bénédiction. Mais si on n'arrive pas à faire une bonne exploitation, si on n'arrive pas à mieux distribuer ces richesses-là, ça devient un danger pour la population et un danger pour ceux-là même qui dirigent. Donc, ils ont intérêt, Tiani et ses hommes ont intérêt aujourd'hui à faire en sorte que cette manne-là puisse profiter aux Nigériens, puisse propulser le développement du Niger, parce qu'il y a des besoins alimentaires aujourd'hui. Quand nous prenons le secteur de l'eau, les Nigériens souffrent beaucoup du secteur dans le secteur de l'eau. Même au niveau de l'alimentation, c'est la croix et la bannière. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va leur permettre de se retrouver dans un autre registre et surtout prendre l'exemple sur ceux-là qui ont pu se développer par le biais du pétrole et savoir quoi faire, évaluer leurs besoins et aller sur de bons terrains. Prenons l'exemple de Kadhafi. Kadhafi, il a développé la Libye avec le pétrole. Simplement avec le pétrole, il n'a pas eu d'autres ressources. Et nous avions vu à quel niveau était la Libye avant que Kadhafi ne soit liquidé. Donc aujourd'hui, je pense que Tiani et ses hommes doivent prendre le bon exemple et essayer de rendre heureux cette population nigérienne-là. Alors, Mayaba, on peut, à partir de cette augmentation de production du pétrole brut au Niger, relever le niveau économique du pays pour qu'il puisse faire face considérablement aux sanctions de la CEDEAO, pensez-vous? Oui, bon, en fait, c'est le souhait, mais sauf que c'est que nous constatons. Et puisque ces nouvelles autorités aujourd'hui, si vous prenez la politique et puis l'économie, ça ne rime pas trop bien, parce que pour le moment, nous ne connaissons pas le calendrier pour lequel ils sont arrivés à le faire. Et nous savons aussi que avec ce qu'ils ont annoncé par rapport à leur avenir ou leur arrivée au pouvoir, c'est un coup d'État, il faut une transition pour pouvoir amener les gens démocratiquement élus au pouvoir. C'est un peu compliqué de joindre les deux à la fois. Aujourd'hui, même ce projet, c'est un projet à long terme. Ça ne peut pas s'arrêter qu'avec les nouvelles autorités nigériennes. Ça veut dire que l'État, c'est une continuité. Si aujourd'hui, ils commencent avec ce projet et que demain, ils ne sont pas au pouvoir, il faut que cela soit capitalisé par l'ensemble, enfin, par ceux qui viendront au pouvoir et porter ça au bénéfice de la population nigérienne. Donc, notre souhait aujourd'hui, c'est que cette population-là ou ces nouvelles autorités nigériennes là puisse quand même faire l'effort de faire de manière à ce que ce projet-là soit un projet terrain et qui soit profitable aux Nigériens. Monsieur Claude Angoulenou, l'avenir de ce projet permettra-t-il au Niger de souffler un peu face aux sanctions de la CEDEAO? Oui, certainement oui, parce que le Niger est toujours classé dans les pays les plus pauvres du monde. Mais avec la réalisation de ce projet, je pense que les gouvernants ont le devoir de faire des investissements de base au niveau des infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles, les adductions d'eau, les infrastructures routières et autres. Et c'est ça qu'on appelle la participation responsable et inclusive. Et tous ces résultats des investissements touchent directement la population. Et en grosso modo, la mise en place de ces ouvrages sociaux collectifs va obliger la population à adhérer à la politique du développement. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.